le politique malgré lui. Il est très difficile d'aborder Aimé Césaire sous l'angle de la politique. En effet, si la portée littéraire et plus largement philosophique de son œuvre est immense et à bien des égards encore largement inexplorée, le continent politique de la pensée de l'action d'Aimé Césaire est évité. Pourquoi cet évitement pour un homme dont la longévité politique est assez exceptionnelle dans l'histoire contemporaine? En effet, il fut maire de Fort-de-France de 1945 à 2001, soit 56 ans. Il fut député de la Martinique sans discontinuer de 1945 à 1993, 48 ans. Dans les deux cas, il s'est retiré des affaires sans avoir été battu aux élections. La difficulté réside principalement dans les conditions de l'exercice politique. La politique est l'art du possible, dit-on. Le possible a ses contraintes et ses impératifs. Comment aborder la question politique? À travers son action parlementaire, dans ses écrits, dans l'arrière-plan de son écriture, dans la gestion municipale. Pour une personnalité comme Aimé Césaire, la réponse ne se trouve pas nécessairement de façon exclusive dans l'un ou l'autre de ces segments. Comprendre le Césaire politique suppose que nous partions de la brûlure interne qui habite l'homme. L'homme Césaire est d'une souffrance rebelle. Cette souffrance et cette rébellion le poussent tout naturellement sur la gauche de l'échiquier politique. Mais au centre du discours césarien, il y a toujours l'homme. Dans sa complexité, ses faiblesses, mais aussi ses tentations les plus imprévues. Il cadre de ce point de vue avec le courant de pensée initié par Aristote et complété par Montesquieu, disant que les politicistes appellent la modération. À mon sens, c'est surtout l'affirmation d'un humanisme axial. Partir de ce point de vue, c'est interroger non seulement la pensée de Césaire, sa vision du monde par rapport à la question fondamentale de la politique, le pouvoir, mais c'est aussi interpeller la pratique. Césaire a laissé en héritage une description du colonialisme dans Discours sur le colonialisme qui est loin d'avoir eu la portée des damnés de la terre de Frantz Fanon dans la période de décolonisation et des luttes des opprimés. Il nous lègue aussi un réquisitoire contre le stalinisme dans la lettre de Maurice Thorez, dont l'impact demeure assez mesuré. Pour autant, ces deux œuvres politiques majeures de Césaire sont dimensionnées à partir de la question nègre et de la problématique fondamentale de l'universalisme occidental. Tout leur mérite est de redimensionner l'universalisme en forgeant une place à ce qu'il a appelé les sans-voix. La question du pouvoir dans l'œuvre et la vie de Césaire est une question essentielle. Dans un entretien accordé à Édouard de Lépine en 1983, il disait « Je n'avais jamais eu l'idée d'être maire de Fort-de-France. Je n'avais aucun goût pour la politique pratique. Moi, j'étais au niveau des idées, mais m'occuper de politique, encore moins d'administrer une ville, je ne savais pas ce que c'était. Ce n'était pas fait pour moi. » Alors, outre la modestie de Césaire, il y a dans ce fragment en même temps une part de sincérité naïve et une part de politique avérée. Il est quasiment certain qu'Aimé Césaire n'avait pas envisagé de faire une carrière politique. Il entre en politique par un concours de circonstances. Il n'y a pas de place pour le hasard à ce niveau. Il n'est pas encore membre du Parti communiste, mais ses convictions et ses amitiés penchent vers ce courant politique. Césaire n'est pas une exception à la libération. Mais malgré cette irruption imprévue dans la politique, il y restera plus d'un demi-siècle. Pour Paul Valéry, la politique est la volonté de conquête et de conservation du pouvoir. Vu sous cet angle, Césaire participe pleinement à la conquête du pouvoir et s'emploiera à le conserver. Faut-il y voir une faiblesse? Une grande ambition? La question est à mon sens ailleurs. En premier lieu,
il me paraît nécessaire de classer Césaire au regard de la science politique. En s'appuyant sur la classification de Max Weber, Césaire est dans l'entre-deux. En effet, pour Max Weber, dans Économie et Société, qui nous offre quelques clés pour appréhender la question du pouvoir et de la domination, on distingue entre domination traditionnelle, domination charismatique, domination rationnelle légale. Je mets ça à l'hypothèse que Césaire a la phobie du pouvoir. Dans son œuvre, c'est surtout au travers de ses pièces que la problématique du pouvoir devient récurrente. On peut y trouver une forme d'exorcisme dans la tragédie du roi Christophe et dans Une saison au Congo. On y trouve le pouvoir et son ivresse, le rapport entre l'éthique et la responsabilité, mais aussi les intrigues et les forces occultes qui dépassent l'homme. Césaire semble vouloir se prémunir d'une forme d'addiction au pouvoir. Faut-il y voir une méfiance vers toute aventure qui ne serait pas maîtrisable en Martinique? Dans sa pratique, Césaire rentre tout à fait dans le credo défini par Machiavel dans Le Prince, quand celui-ci écrit. En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Sa défense et illustration de la départementalisation en 1946 participent de cette logique. Le 12 mars 1946 à l'Assemblée nationale, il déclarait « 4 colonies arrivées à leur majorité demandent un rattachement plus strict à la France. » Et d'ajouter « L'assimilation est arrêtée aux Antilles et à la Réunion à l'orée de la justice sociale. » Alors on peut expliquer ce discours par la situation des masses populaires et par l'urgence sociale. Il ne reste pas moins assimilationniste dans son essence. Plus tard, en 1981, il propose, après la victoire de la gauche, le fameux moratoire qui fit couler tant d'encre. En ces termes, c'est dans l'histoire de notre pays, rien, vous m'entendez, rien n'a préparé le peuple à se prendre en main. Rien ne l'a préparé à prendre l'initiative sur le destin. Bref, à exercer, à assurer la responsabilité de son sort. Notre peuple est en gros un peuple qui a toujours subi. Dès lors, comment ne se sera-t-il pas perdu et comme saisi de vertige à l'idée qu'il pourrait être appelé à se gouverner lui-même? C'est pourtant à cette idée-là qu'il faut graduellement l'habituer, car telle est la voie de l'histoire. C'est un truisme, mais il faut répéter les truismes, autrement dit que la Martinique est une nation. Que ma pensée soit mal comprise, et à droite et à gauche, cela ne me surprend guère. Alors quand je dis cela, et quand je répète cela, et que je profite d'une campagne électorale pour vulgariser cela, je vous le demande, où est la déviation? Serait-elle dans l'idée du moratoire? C'était les propos tenus lors d'une conférence après sa victoire aux législatives le 25 juin 1981. Le 29 mai, Aimé Césaire prononce dans la cour de la mairie de Fort-de-France le célèbre discours sur ce moratoire. Et il déclare, camarades, vous savez ce que c'est qu'un moratoire? C'est une suspension. Je n'ai pas dit une suppression. J'ai dit une suspension. Je proclame ce soir, et jusqu'à nouvel ordre, je proclame solennellement un moratoire politique concernant le problème du statut juridique. La question de la légitimité est au centre du discours de Césaire. La légitimité est la qualité d'un pouvoir reconnu, conforme aux aspirations des personnes sur lesquelles il va s'appliquer. Ce souci est omniprésent chez Césaire. Il va tisser un lien charnel avec le peuple martiniquais. Cette recherche constante de légitimité éloigne Césaire des aventures et des avanies du pouvoir. La gouvernance de la ville de Fort-de-France s'appuie sur cette légitimité. Papa Césaire, c'était la formulation traduite en jour et nuit. Pour autant, Césaire refusera de jouer ce rôle de leader. Il ne cherchera jamais à incarner la révolution. Pourtant, il a fait peur.
peur à une fraction de la droite martiniquaise qui voyait en lui un communiste camouflé et un extrémiste agitant l'horrible étendard de la race. Peur aux autorités académiques qui n'ont retenu que les rebelles et la subversion que pouvait contenir son œuvre. Ses écrits ont pendant longtemps été proscrits des programmes académiques. Peur aussi à une bonne partie de l'intelligentsia française dérangée par cette intrusion du nègre dans son confort idéologique. L'aversion de Césaire pour le pouvoir et son souci de respirer au rythme du peuple auraient plutôt tendance à l'éloigner du politique. Propulsé par les circonstances, il y trouve cependant une forme d'accomplissement dans une jouissance modérée du pouvoir. Il répond ainsi à la fameuse formule d'Aristote: la politique a pour fin non pas la connaissance, mais l'action. Césaire, un homme de gauche, un homme du Sud. Cette idée me paraît essentielle. À l'échelle des valeurs fondatrices de son engagement, il n'aura de cesse de clamer son appartenance à la gauche. Dans une interview accordée à Édouard de Lépine, il affirme: bien sûr, j'étais un homme de gauche, mais pas tellement un homme de parti. Je suis rentré au parti tout simplement par honnêteté. Après tout, je me suis dit, si tu es communiste, il faut que tu sois un bon communiste. Je me suis mis à l'école, j'ai regardé, j'ai appris le marxisme, exactement comme j'ai appris le latin et comme j'ai appris le grec. Que peut signifier ce terme dans la bouche de Césaire? On retrouve ici, certes, ses accents de gauche dans son intervention, notamment à l'Assemblée nationale. C'était le 12 mars 1946. C'est dire que pour des raisons non seulement sociales, mais aussi économiques, nous souhaitons de toutes nos forces l'extension aux Antilles et aux territoires analogues du grand mouvement qui a inauguré en l'année en France et qui rend sur la base des nationalisations. Organiser la production et surtout la développer sur la base de l'intérêt général et non plus de quelques petits intérêts privés. Mais pensons qu'il ne doit pas y avoir de capitalisme, le capitalisme métropolitain que l'on connaît et que l'on limite, et le capitalisme d'outre-mer que l'on tolère et que l'on ménage. L'option anticapitaliste est clairement affirmée dans cet extrait. Dans la lettre à Maurice Thorez, il a indiqué: je crois en avoir assez dit pour faire comprendre que ce n'est ni le marxisme ni le communisme que je renie, que c'est l'usage que certains en font du marxisme et du communisme que je réprouve. Son positionnement à gauche l'amène tout naturellement à l'anticolonialisme qui est considéré à l'époque comme une vertu cardinale de la gauche. Dans le discours sur le colonialisme, il fait le procès de la civilisation occidentale qui a proposé, sur un déni d'humanité, une explosion échouée des peuples qu'elle a soumis. Ce qui est net, disait-il, veut dire que le salut de l'Europe n'est pas l'affaire d'une révolution dans les méthodes, et que c'est l'affaire de la révolution, celle qui a l'étroite tyrannie d'une bourgeoisie déshumanisée, substituera en attendant la société sans classe, la prépondérance de la seule classe qui est encore mission universelle, car dans sa chair elle souffre de tous les maux de l'histoire et de tous les maux universels, le prolétariat. L'option autonomiste de Césaire, tout naturellement, découle de son anticolonialisme après avoir prôné la création du PPM, le Parti progressiste martiniquais, en 1958. Une solution fédéraliste, à l'origine, comprenant comme suit: le Parti progressiste martiniquais pourrait proposer la transformation des départements d'outre-mer en région fédérale. Et si nous faisons cela, nous aurons réussi à allier notre beau souci de rester liés à la France et d'être les bons Martiniquais. Cette déclaration sera faite lors de la constitution du PPM en 1958. Cette indispensable conquête du pouvoir politique par le peuple martiniquais, nous, le PPM, nous pensons
qu'elle ne peut se faire que par l'accession de la Martinique à l'autonomie dans l'ensemble français, tout en restant dans le cadre français. Nous entendons pouvoir prendre librement les décisions qui nous concernent au premier chef, en tant que Martiniquais, et exécuter nous-mêmes ces décisions. Par conséquent, nous préconisons dès maintenant l'institution d'une assemblée délibérante martiniquaise souveraine dans un certain nombre de domaines, lesquels sont à délimiter, et d'un exécutif martiniquais. Propos tenus lors du congrès du PPM en 1967. Dans une interview au journal La Croix du 17 décembre 1974, il s'exprime en ces termes. Nous considérons, après une analyse, que compte tenu de son passé assimilationniste et du niveau actuel, la conscience de notre peuple martiniquais, c'est l'autonomie qui correspond le mieux à tous ses besoins. Mais ce n'est pas parce qu'il le souhaite, pas l'indépendance, que nous devons nous rabattre sur la départementalisation. Elle se manifesta d'abord par la création en 1958 du PPM. Il s'appuie toujours sur le peuple. Ainsi, face à Mitterrand, à Martinique, il déclarera le 4 décembre 1985. Alors, en cette circonstance, que rend solennelle la présence du chef de l'État, je me tourne vers le peuple martiniquais pour lui dire que le salut viendra d'abord de lui-même, de sa lucidité, de sa résolution, de son courage, de sa cohésion, bref, de l'énergie d'un sursaut collectif. Une gauche du Sud, il parle de colorer le marxisme. Il précisera sa pensée en ces termes. Autrement dit, ce que nous voulions apporter de nouveau, c'était la connaissance du monde noir. Ce n'était pas les soviets plus l'électricité, c'était le marxisme plus la couleur, plus l'ethnologie, dans l'entretien qu'il donnera à Édouard de Lepine. Et il ajoutera, qu'est-ce que je veux? C'est que marxisme et communisme soient mis au service des peuples noirs, et non les peuples noirs au service du marxisme et du communisme. La traduction de cette affirmation dans sa gouvernance municipale s'exprime par la place accordée à la culture. La création du CEMAC et le lancement du Festival de Fort-de-France sont autant de preuves de cette volonté de mettre en avant la culture nègre et d'y faire accéder la grande majorité des Martiniquais. Une question reste en suspens. Malgré sa rupture avec le PCF et la critique acerbe qu'il fait de l'assimilation, Césaire semble prisonnier de la gauche française. Il y a chez lui une confiance dans ses capacités à étendre des réformes essentielles dans les colonies. Ce fut le cas avec la loi de départementalisation en 1946. Ce fut aussi le cas avec le moratoire de 1980. Il convient aussi de s'interroger sur la relation que Césaire entretient avec la Caraïbe. On ne trouve pas dans l'œuvre d'Aimé Césaire de déclaration sur l'appartenance à la Caraïbe. Alors, question d'époque, question de culture. Alors, il est vrai que la pièce de théâtre, la tragédie du roi Christophe, plonge Césaire dans l'univers de la Révolution haïtienne. Pour autant, elle ne dégage à aucun moment une posture caribéenne de l'homme. Il appréciera la venue au Festival de Fort-de-France d'artistes caribéens sans se positionner sur une intégration régionale. Cela ne l'empêche pas d'être reconnu et étudié dans les universités américaines et caribéennes. Alors, à quelle culture politique appartient Césaire? Si on définit la culture politique comme la trame des attitudes et des orientations individuelles que partagent les membres d'un système vis-à-vis de la politique, ces trames, ce sont les croyances, des connaissances, des dispositions psychologiques qu'on développe vis-à-vis d'un système. Alors Césaire ne rompt pas radicalement avec la culture politique traditionnelle qui s'est construite en Martinique et d'une manière générale dans l'économie assimilée à la fin du XIXe siècle. Le césarisme est une culture démocratique par le recours aux élections et le refus
de toute aventure insurrectionnelle. Il a parfaitement intégré les rites institutionnels de la République et ne le remet pas en question. À bien des égards, Césaire est légitimiste et pragmatique. Il emprunte au césarisme le culte du chef, la force charismatique. Mais le rebelle qu'il décrit dans Et les chiens cet Thésée incarne bien cette dualité de la rébellion et en même temps une forme de défaitisme. La synthèse de cette trajectoire fait de Césaire un précurseur. Il est malgré lui l'incarnation idéologique de la postcolonialité. Il ne faut surtout pas voir dans la négritude un manifeste pour le noirisme. La négritude est une des marches de la renaissance culturelle des damnés de la terre. Bien qu'inscrite dans le terroir caribéen, son œuvre a une prétention à l'universel. Césaire n'est pas un théoricien de l'enfermement.